Moi, je suis Mélina Panagos, doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nice, au LIRCES, laboratoire interdisciplinaire Récit, Culture et Société. Ma thèse en sciences de l'infocom, comme on dit, porte plus précisément sur le média jeu vidéo, et thèse que je fais avec le département de santé publique du FUN. Jeux vidéo, donc, en ce qui vous concerne, puisque je ne vais pas vous parler de ma thèse, je vais vous parler de ce qui vous intéresse, vous, en 10 minutes. La ludogouvernance, qu'est-ce que c'est et pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Le sujet de Segamed, cette année, portait particulièrement sur la gamification de la santé. La santé, c'est quoi? Surtout quand on l'approche par le côté santé publique, c'est un mode de gouvernance des êtres vivants sur un territoire donné. Donc moi j'ai dit, et pourquoi pas, dans le cadre de la gamification de la santé, pourquoi pas la ludogouvernance, c'est-à-dire la gouvernance à partir du jeu. Et là, je me suis dit, mais pour les médecins, ça doit être un vrai cauchemar. Et pour certains, pas du tout. Alors pour commencer, je vais faire un petit rappel de ce que j'ai présenté pendant le Gamathon. C'est le modèle de Julien Alvarez, donc rapidement. Je peux pas me balader avec le micro pour montrer? Ou il n'y a pas un... Ouais. Merci. Julien Alvarez et Damien Djaouti, dans l'introduction au Serious Game, ont présenté un modèle que j'ai pas pu copier-coller parce que c'était trop pixelisé, et même s'il y a des fans de pixel art, c'était pas le propos. Donc, dans leur schéma, dans leur modèle, ils présentent la notion de serious gaming. Qu'est-ce que c'est le serious gaming? C'est soit un jeu vidéo dont la finalité est ludique, qui va être détourné dans une finalité sérieuse. Là, on peut parler de serious gaming, soit une application utilitaire, dont la finalité est sérieuse, qui va être détournée à des fins ludiques. Et après, il y a également le serious game, dont la finalité est sérieuse et ludique, et où il n'y a pas forcément de détournement. Et tout ça concerne le serious gaming. C'est-à-dire que quand on joue aux jeux vidéo, si la finalité est utile, on peut dire que c'est une pratique de serious gaming. Et pareillement, quand on utilise une application utile ou un logiciel et qu'on le détourne dans une finalité ludique, on peut parler de serious gaming. Ça, c'est si on prend seulement le schéma avec cette lecture-là. Et par exemple, vous avez déjà vu les logiciels d'architecture 3D, ou même si on n'a pas une maison à construire, et ben on va s'amuser à utiliser le logiciel et tout. Enfin, on va pas forcément y arriver d'ailleurs, et à tout installer. Donc ça, moi, c'est la lecture que j'ai faite du modèle qui existait déjà. Et à partir de ça, j'ai utilisé le modèle de géogouvernance qui a été développé, que tu connais bien, qui a été développé. En fait, le principe, c'est l'utilisation des concepts de l'analyse spatiale pour la gouvernance et l'approche des populations, que j'ai détourné au principe pour développer un principe de ludogouvernance, donc toujours avec une approche populationnelle, mais cette fois-ci, l'utilisation des concepts qu'on retrouve dans les game studies, sous le prisme des dispositifs sociotechniques, mais ça je vais passer rapidement. Donc à la base ce schéma, que je ne vais pas vous expliquer, hein, c'était à la base le schéma, le modèle de géogouvernance. Donc les 4 grands principes très rapidement: démarche descendante, démocratie représentative; démarche ascendante, démocratie participative; gouvernance, géogouvernance, avec tous les processus de décision, etc. À partir de ça, j'ai essayé de transposer ce modèle à ce qu'on pourrait appeler la ludogouvernance. Et qu'est-ce que serait la ludogouvernance? Ce serait la mobilisation de tout ce qui fait le jeu vidéo, donc dans les mécanismes ludiques. Après, c'est là, on n'a pas le temps, mais c'est vraiment des concepts qui sont très utilisés en sciences humaines et sociales et dans les game studies, dans le but de créer des accords qu'on construit, des responsabilités partagées, des décisions partagées, la transmission d'informations simples, etc. Donc, là, on est sur un processus de gouvernance inversée. Alors, comment ça se traduit plus concrètement? Parce que là, c'était de la théorie, on n'a pas beaucoup de temps et on va parler des choses d'un point de vue pratique. Aujourd'hui, les médecins, qu'est-ce qui se passe? Le patient va voir le médecin: bonjour, je suis pas très bien, blablabla. Le médecin lui dit: ah bon, bah c'est cette maladie-là, il vous faut tel médicament. Le patient répond quoi? Ah oui, mais moi, sur Doctissimo, j'ai vu que... Et là, le médecin il dit: oui, mais moi j'ai fait tant d'années de médecine, Doctissimo, bon, et le savoir du médecin est remis en question. Et là, tous les rapports médecin-patient
sont remis en question, sont en train d'évoluer. On dit de la gamification de la santé. Est-ce que c'est comment peut se traduire la gamification de la santé? Ça veut dire quoi? Là, dans le continuum santé-bien-être qu'on voit, avec le volet produire la santé et combattre la maladie, donc prévenir, guérir, soutenir, à quel moment on peut souhaiter qu'il y ait ce rapport horizontal, on va dire médecin-patient? À quel moment on peut souhaiter que la gamification de la santé permette aux patients d'avoir le pouvoir, la mainmise, de créer des environnements favorables à sa propre santé? Est-ce que, par exemple, ça peut être comme au Japon? Au Japon, on peut acheter des antibiotiques sur Amazon, donc de dire les médicaments pour les antibiotiques, on va créer un serious game, comme ça ils ne sauront pas se tromper d'antibiotiques. Est-ce que c'est ça que les médecins veulent? Peut-être pas. Peut-être que la gamification de la santé dans le rapport médecin-patient peut passer plus dans le volet produire la santé, donc création d'environnements favorables, développement des communautés, organisation des services, peut-être c'est plus à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces questions sur le S, à cauchemar, utopie, réalité qui changeait, parce qu'on se trouve confronté à plusieurs réalités, plusieurs cauchemars, et une utopie, j'espère, commune. Donc, comment on va développer les serious games? Dans quel but? Est-ce que le serious game... Pardon, excusez-moi. Ah, pardon, je vais trop vite. Est-ce que le serious game a pour but de faire entrer les patients dans des cases pour créer des patients idéaux qui arrivent à mieux recevoir les traitements? Est-ce que c'est mieux les guérir? C'est vraiment pour quelles raisons, dans quel but utiliser les serious games? Produire santé, prévenir, guérir, soutenir, c'est pas les mêmes mécanismes ludiques qui sont mis en œuvre. Ça va vite, le temps. Alors, moi je me suis posé toutes ces questions et je me suis dit comment faire pour que les patients qui utilisent des serious games, un peu comme finalement un médicament pour aller mieux, comme on parlait tout à l'heure par rapport à la psychiatrie, finalement le jeu c'est un médicament, c'est quoi? C'est thérapeutique naturellement, comme Winnicott et tous les autres chercheurs en sciences humaines et sociales l'ont montré, le jeu permet à l'être humain de se construire finalement, donc à quel moment toutes les fameuses CCC, compétences et connaissances qui sont développées grâce à la pratique du jeu, par quels moyens et quels médiateurs ils peuvent être mis à quel moment ils peuvent être mis en œuvre dans la vie de tous les jours? C'est pareil que l'enseignement à l'école. Comment faire pour que ce que l'enfant apprend à l'école puisse être après réinvesti dans la vie de tous les jours? Quelles sont les clés qu'on va lui donner pour faire ce basculement? Et bien là, c'est la même chose. Et c'est l'objet de ma thèse, c'est de comprendre comment toutes les compétences, connaissances et comportements qu'on peut identifier dans chaque jeu vidéo, quel que soit le style, RPG, MMORPG, FPS et plein d'autres acronymes, peuvent être identifiés et transposés après. Donc pour ça, avec notamment l'inspection académique, l'université, enfin bon, plein de gens, je fais mon enquête qui se déroule en 5 phases, mais qui est... on n'a pas vraiment le temps, mais en gros, on va faire des phases, des sessions de jeu, une première session de jeu. On va, après, à l'issue de cette session, demander aux lycéens d'identifier. Oui, c'est pour que vous soyez obligés de bouger pendant le... Comme ça, vous endormez moins. Après les sessions de jeu, quelles sont les compétences, etc., qu'ils ont pu identifier. Ensuite, deuxième session, pareil, session de jeu après entretien. Est-ce qu'ils arriveraient à les exploiter, comment, etc. Bon, la première phase, c'est juste un questionnaire type questionnaire socio-administratif de santé pour comprendre un peu toutes les singularités de notre population pour après pouvoir éviter les biais, enfin bref. Et dernière phase. Alors ça c'est intéressant, on va reconstituer, on va simuler une situation de la vie de tous les jours qui mobilise toutes les on va dire compétences cognitives mobilisées par les jeux précédents, et on va voir s'ils vont réussir à accomplir toutes les missions, toutes les tâches qui leur auront été confiées, et à la fin, bon, un petit retour sur les expériences, et c'est vraiment pour comprendre de quels moyens ces compétences peuvent être transposées. Donc, pour conclure, je suis dans les temps. Pour conclure, je vous aurais parlé du travail de...
très bien, de Michel Foucault sur la gouvernance, gouvernementalité, biopolitique, etc. Michel Foucault a notamment travaillé sur cette notion de pouvoir anatomopolitique et biopolitique, qui est très visible chez les joueurs de jeux vidéo. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est juste le fait que jouer aux jeux vidéo permet d'avoir un contrôle des corps humains et de tous leurs besoins. Ça veut dire besoins physiologiques, besoins biologiques, ça va être aller aux toilettes, ça va être tout ce genre de choses. Et c'est pareil quand on utilise les autres médias, quand on regarde la télé, tout ça. Mais il est encore plus fort quand on joue aux jeux vidéo. Il y a un contrôle extrêmement intense de la faim. On voit que les maux de tête, la douleur est beaucoup plus atténuée quand on joue, etc., etc. Enfin bon, je me suis perdue, je vais trop vite. Je sais plus. Je disais quoi? Et j'ai fait des études en communication, hein, c'est pour vous. C'est ça, hein, vous faites des études. Hein. Ah bon. Les jeux véritables, ça ressort du même phénomène. Demain, il va falloir prendre des décisions politiques sur les objets connectés. Les objets connectés bien-être, les objets